Comme chaque jour, je vous propose 3 destinations avec l'Écosse pour commencer, et son univers fantasmagorique. Ses vieilles pierres, ses landes, la rivière Tweed, tout est prétexte à légende. Le jeune Walter Scott n'a qu'à cueillir ce qu'il a sous les yeux pour faire éclore ses romans. Ivanhoe ou Waverley. Eh bien, à notre tour, on se laissera gagner par cette magie des Highlands. Aujourd'hui, on a donc décidé de remonter le temps pour se retrouver dans l'Écosse du 19e. Et vous allez voir, il y a un côté magique dans ce voyage. Il suffit de toucher un livre ou une pierre pour que l'imaginaire parte au galop. Vous mettez là un romancier prolixe, il fait des merveilles. C'est le cas de Walter Scott, le père d'Ivanhoe. Château de pierre sur des ciels de lumière, genêts frissonnant sur la lande, tartans et cornemuses dans la fumée des feux de tourbe, ces images incarnent dans l'imaginaire collectif l'Écosse, un pays fier de son histoire. Mais cette Écosse empreinte de lyrisme est aussi le reflet d'une œuvre, celle de Sir Walter Scott. Au début du 19e siècle, à la grande époque romantique, cet écrivain, également poète, a réinventé le mythe de son pays natal à travers plus de 40 livres. Walter Scott, fasciné par le passé, est considéré par beaucoup comme l'inventeur d'un genre narratif, le roman historique. Il aurait servi de modèle, de son vivant, à nombre d'écrivains européens. Son roman le plus célèbre décrit le Moyen-Âge, avec pour héros un chevalier, Ivanhoe. Il a été adapté au cinéma, tout comme Rob Roy, inspiré de l'histoire vraie du Robin des Bois écossais. Et son premier roman déjà, Waverley, raconte la guerre menée contre l'Angleterre par des Highlanders, des clans de la région des Highlands, pour préserver l'identité et la culture écossaise. Mais la source originelle de l'inspiration de Scott, c'est la région des Borders. Elle fait fonction de frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Située au sud d'Édimbourg et baignée par la rivière Tweed, elle est, depuis l'âge de pierre, le théâtre d'un affrontement entre les hommes pour avoir le contrôle de ces douces collines et des troupeaux qui les peuplent. Ces luttes ont donné naissance à une riche tradition orale. Durant les années 1770, le jeune Walter, issu d'une très ancienne famille écossaise, passe ses vacances dans cette région sauvage et tourmentée, dans une ferme au pied d'une tour fortifiée, la tour de Smailholm. Sir Walter Scott venait ici enfant. Il avait un handicap dû à la polio et il est donc venu ici pour se soigner. Il habitait Édimbourg et il était invité dans sa famille qui possédait ces terres. Ça, c'est la tour de Smailholm, une maison-tour du XVe siècle. C'était à la fois une ferme, une maison et une forteresse, un peu d'étroit, oui. Ce que vous voyez maintenant, en gros, c'est ce qu'on voyait à l'époque, sauf le toit qui était en moins bon état que maintenant. Quand il était enfant, Walter Scott avait des béquilles pour l'aider à marcher. Aussi, il se forçait à marcher le plus possible. Il faisait beaucoup de randonnées. Il avait donc l'habitude d'explorer la région, d'aller dans les villages, les maisons, à la rencontre des gens. Il leur posait des questions et prenait des notes. Il essayait de recueillir les vieilles légendes et d'en faire un livre. Des légendes autour de Thomas le Rimeur, un personnage qui a vraiment existé, mais qui était censé avoir été enlevé par les fées. Une histoire que son grand-père et sa tante ont dû lui raconter. Des histoires au sujet du roi Arthur également, qui était censé avoir vécu sous les montagnes, les collines qui se trouvent de l'autre côté de la tour. Quand Sir Walter Scott venait ici, le toit de la tour était en train de s'écrouler, mais il était bien sûr possible d'entrer et d'y jeter un œil. Les légendes locales vont nourrir les futurs romans de Walter Scott, et aussi ses poèmes. Et j'ai toujours vu, dans cette tour en ruine, l'ouvrage puissant du génie humain. Et toujours, près de la cheminée hivernale, j'entendais de vieux contes, tristes ou gais, sur la légèreté des amants, la beauté des dames, les sortilèges des sorcières, les blasons des guerriers. Quand Sir Walter Scott a commencé à écrire des romans, et plus seulement des poèmes, il s'est appuyé sur certaines idées et sensations ressenties ici. La tour réapparaît dans Ivanhoe, par exemple.
En quête du passé et de récits sur l'histoire de l'Écosse, le jeune Walter Scott arpente également les bords de la rivière Tweed. À 30 km en amont de la tour de Smailholm, un manoir le fascine. Il s'appelle Trakeware House et il est habité depuis 900 ans par une branche de la famille royale, les Stuart. Ce manoir a servi de décor aux grands événements liés au combat de l'Écosse pour son indépendance. En 1745, le prince catholique détrôné Charles-Édouard Stuart, surnommé Bonnie Prince Charlie, a défié le roi anglais protestant en place, George II. Le père et grand-père de Charles, s'appelant tous deux Jacques, cette révolte porte le nom de rébellion jacobite. Elle constitue l'intrigue du roman de Walter Scott, Waverley. À l'origine, Trakeware était un relais de chasse. C'était une tour de 2 étages, une très petite tour que l'on aperçoit lorsque l'on regarde du côté gauche. Et puis on a construit des fortifications. Entre le 15e et le 16e siècle, le corps de logis principal a été érigé. On a un manoir familial. Elle avait été bâtie dans un temps où l'on n'avait plus besoin de châteaux, mais où les architectes écossais ne savaient pas encore distribuer une demeure de famille. Les fenêtres étaient nombreuses, mais très petites. La maison a servi d'inspiration pour Waverley. La fameuse grille d'entrée de Trakeware est également décrite dans le roman. Ces grilles sont devenues célèbres parce qu'elles ont été fermées en 1745 à l'issue de la visite de Bonnie Prince Charlie. Le comte de Trakeware avait apporté son soutien à Charles et lorsqu'il est parti, il a juré que ses portes ne réouvriraient pas tant qu'un Stuart ne serait pas remonté sur le trône. Nous sommes dans la bibliothèque qui a été créée principalement au XVIIIe siècle. Elle contient une extraordinaire collection de livres. Lorsqu'il venait à Trakeware, il a dû voir cette pièce, plus ou moins comme nous la voyons aujourd'hui. On imagine bien Scott assis sur ce merveilleux fauteuil de lecteur, à califourchon, comme sur un cheval, penché sur ses livres et se laissant emporter par l'immense accumulation d'informations qui est conservée ici. Dans une maison qui a été habitée en continu, comme celle-ci, pendant si longtemps, il y a toujours des fantômes que l'on sent presque autour de soi, et pas seulement ceux de ces gens des différents siècles qui vous regardent depuis les murs. Tout cela contribue à cette sensation d'histoire, d'héritage vivant. J'ai le sentiment que Scott a dû être saisi instantanément par ce type d'atmosphère. Et cela s'est ressenti plus tard dans ses romans. La famille qui habitait ici a toujours pris soin de cette maison. Ils n'ont jamais renoncé à leurs croyances, ils n'ont pas changé de camp, ils se sont accrochés à leur foi catholique, à leurs convictions jacobites, en soutien à la dynastie des Stuart. Toutes sortes de choses qui étaient devenues très mal vues en Écosse. C'est pourquoi ils ont transformé un escalier en passage secret pour les prêtres clandestins qu'ils cachaient dans la maison. Tout cela donne un cachet de mystère, d'intrigue autour d'une famille qui devait, en quelque sorte, tout dissimuler en permanence. Et une fois encore, je pense que cela a beaucoup influencé Scott, dont les romans sont pleins de ces sortes d'histoires. Non loin de là, c'est à Abbotsford, à 30 km en aval de la rivière Tweed, que Walter Scott trouve une charmante ferme, le lieu propice pour rédiger son roman, Waverley. Il y raconte entre autres la déroute des Highlanders jacobites après la grande bataille de Culloden. Publié en 1814, Waverley est un immense succès. Dès lors, au gré de la parution de ses livres, Rob Roy l'année suivante, puis Ivanhoe en 1819, l'écrivain s'enrichit et ne cesse d'agrandir cette demeure, dans un style imprégné de Moyen-Âge et de Renaissance, le style baronial.
Il achète des terres autour et Abbotsford devient un château extraordinaire, miroir de sa fantasmagorie. C'était son château puzzle, c'était son rêve, c'était la réalisation de son rêve. Le jardin à Abbotsford fait partie intégrante de la vision qu'a Scott de cette maison. Il y a 3 jardins clos. Et il disait, vous marchez de l'un à l'autre comme si vous marchiez dans le jardin d'Éden. Le jardin est le créateur de mes rêves. Quand il était un peu déprimé, quand il bloquait sur son texte, il disait « Je vais aller dans le jardin, je vais marcher, et l'inspiration viendra ». Tout était mêlé, son imaginaire, la maison, ses écrits. Voilà la première pièce que l'on voit quand on visite Abbotsford. Elle a été décorée pour être un lieu d'inspiration totale. Il voulait que les gens acquièrent le sens de l'histoire grâce à cette pièce. Il y a beaucoup de choses ici qui ont une place dans ces romans. Par exemple, nous avons le crâne d'un animal disparu, qu'on appelle un auroch. C'était un énorme animal, un énorme bovin, qui apparaît sous la forme d'un fantôme dans son histoire. Ce qui l'intéressait aussi, c'était les récits de chevalerie. Ici, nous avons 2 armures. L'une d'entre elles est une armure de joute. Un mois après l'avoir achetée, il commençait à écrire ce merveilleux roman, Ivanhoe. Il se servait des reliques pour stimuler son imagination. Il disait qu'il touchait l'histoire du doigt pour raconter une histoire aux gens. Il y a une petite table octogonale dans la bibliothèque qui contient de nombreux objets riches en signification. Nous avons un très petit morceau de gâteau à l'orge, un biscuit écossais et une balle de mousquet qui ont été trouvés dans les basques d'un jeune Highlander, tué à la bataille de Culloden. Il se levait le matin, prenait un solide petit déjeuner et se mettait à écrire de 6h45 à 10h environ. Ensuite, il sortait se promener, prenait une collation et se remettait à écrire. Il attendait que l'idée surgisse et il se mettait à écrire. Il a écrit beaucoup de ses livres d'un seul jet. Sa maison est comme ça, elle est exubérante. Et quand il avait une idée, il fallait que ça sorte. Scott avait très peur que l'Écosse devienne une petite Angleterre. Avec son romantisme, il a créé cette maison pour donner une image de l'Écosse comme étant un endroit à part entière dans le monde. Walter Scott demeure à Abbotsford jusqu'à sa mort, en 1832. Inspiré par cette Écosse de la région des Borders, il est à l'origine de l'art d'écrire des romans historiques, inspirant Balzac, Tolstoï ou Victor Hugo. Il a fait de l'Écosse un mythe.